Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler de ce nouveau virus qui monopolise toutes les télés du monde, les radios, les télés, les journaux. En gros, tous les médias de la peur organisés puisqu'ils veulent nous faire un Covid 2.0. On va parler aussi du hantavirus pour pouvoir le tuer dans l'œuf ici et maintenant. En fait, le hantavirus n'est pas du tout un virus nouveau puisqu'il a été découvert en 1950 et que presque personne n'en avait entendu parler car les pseudo-épidémies étaient très petites et s'arrêtaient toujours toutes seules. Alors certains vont me dire oui, mais attention, il y a la nouvelle souche Andes qui se transmet entre humains, donc c'est extrêmement dangereux maintenant. Alors ce que je peux déjà vous dire, c'est que la souche Andes existe depuis plus de 30 ans, et donc depuis plus de 30 ans, si elle était si dangereuse, il y aurait eu des millions de morts et tout le monde aurait été au courant. Et que nenni, et pourtant il y a bien eu 2 épidémies, une en Patagonie en 2018 qui a fait 11 morts et une autre en Argentine l'année dernière en 2025 qui a fait 32 morts. Alors bien évidemment, paix à leurs âmes, mais on ne peut pas dire que ces épidémies c'était Ebola ou le choléra, c'était des foyers très locaux et absolument sans aucun danger pour la population mondiale. Et pourtant, à la télé, on entend ceci. Ça me fait flipper, moi. Ah d'accord. Ah oui, ça me fait flipper. Bah, après, je suis pas non plus, j'ai des enfants, donc j'ai pas leur faire peur non plus. Mais comme disait Monsieur Sebag tout à l'heure, j'ai pas envie de revivre ce qu'on a vécu il y a 6 ans, quoi. Ça fait flipper. Au début, ça reste dans le bateau. Après, il y a des cas de contact en France. Il y en a une qui est à l'hôpital. Voilà, donc on sent très bien que les médias veulent faire progressivement monter la peur pour 3 morts dans un bateau de croisière, avec peut-être 2 morts naturelles, comme nous allons le voir un peu plus tard. Mais pour l'instant, écoutons l'excellent professeur Christian Perron, un infectiologue de classe mondiale. Et cette fameuse souche Andes qui maintenant est mise en avant en disant « Oh là là, c'est terrible parce que maintenant l'hantavirus, avant, il fallait vraiment sniffer des déjections de rongeurs de près ou qu'il y ait une aérosolisation de déjections de rongeurs dans une pièce confinée pour être contaminé. Il n'y avait aucune transmission interhumaine. Moi, pendant 40 ans, j'ai soigné occasionnellement des cas en France. On n'a jamais pris de précautions d'isolement. Bon, alors, cette souche Andes, paraît-il, serait contagieuse. Quand on regarde cette souche, elle a été décrite en 1995. La première petite épidémie en Argentine, c'est 1996. Donc cette souche, soi-disant très dangereuse, contagieuse, ça fait quand même 95, donc ça fait 30 ans qu'on la connaît. Elle n'a pas fait de dégâts dans le monde parce que c'est et même maintenant quand on écoute les experts sur les plateaux où on dit oui il y a une possible transmission interhumaine mais il faut un confinement très proche, prolongé sous le même local, voire avoir des relations d'échange de salive ou de relations sexuelles intimes pour que ça se transmette. Donc, c'est pas avec ça qu'on va faire une pandémie, parce que même si ce risque de transmission interhumaine est possible, mais il est extrêmement faible, compliqué. Ouais, donc le professeur Perron l'explique très bien, ce virus est sans danger, n'est transmissible qu'en cas de contact très rapproché pendant une très longue période, voire de rapport sexuel. Alors bien évidemment, au gouvernement, dans leur soirée chemsex, ils ont intérêt de faire gaffe, mais pour la population en général, pour nous, on risque pas d'épidémie. Et écoutons le docteur Jay Bhattacharya, le directeur des NIH aux États-Unis. Ce n'est pas le Covid, Jack, et nous ne voulons pas le traiter comme le Covid. Nous ne voulons pas semer la panique parmi la population à ce sujet. Nous voulons le traiter selon les protocoles relatifs au hantavirus qui, je le rappelle, ont permis de contenir des épidémies par le passé. Nous avons donc suivi ces protocoles. Nous avons émis cette alerte sanitaire parce qu'encore une fois, il y a cet événement isolé concernant l'arrivée très prochaine de ces 17 personnes aux États-Unis. Nous voulons donc simplement nous assurer que la communauté médicale en soit bien consciente. Nous avons communiqué la semaine dernière alors que l'attention des médias s'est accrue auprès du public, ce qui est approprié compte tenu de la nature de cette maladie. Le message clé que je souhaite transmettre à votre public est qu'il ne s'agit pas du Covid. Cela ne va pas entraîner le genre d'épidémie que l'on a connu. Et j'étais ravi d'entendre dès le début de l'émission que vous insistiez sur ce point, car il ne faut pas céder à la panique lorsque les faits ne le justifient pas. Donc le directeur des NIH, qui sont les centres de recherche médicale aux États-Unis, le confirme, ce n'est pas du tout une épidémie qui va créer un chaos mondial. Mais pourtant, certains docteurs veulent vraiment nous faire tomber dans la panique. Écoutons la docteure Deborah Birx, c'est maintenant. La souche Andes est donc la seule souche pour laquelle nous avons mis en évidence une transmission interhumaine. Et je mets les gens en garde, car lorsque nous parlons de transmission interhumaine, nous parlons de personnes qui développent des symptômes. Mais comme nous ne testons pas les populations à l'aide d'ARN, nous ne savons pas vraiment s'il existe des cas subcliniques. Il pourrait donc y avoir plus de transmission interhumaine que ce que nous observons réellement. Il n'est jamais bon de suivre les virus à partir des symptômes. Nous devrions suivre les virus à l'aide de tests sanguins comme le PCR. C'est ce que nous avons appris avec le Covid, c'est extrêmement utile.
De nombreuses écoles et universités ont pu réouvrir parce qu'elles proposaient des tests hebdomadaires, ce qui a vraiment permis d'empêcher la propagation. Nous savons donc comment gérer ces virus. Il nous suffit donc d'entrer dans le 21e siècle et de rendre les tests plus largement accessibles à ceux qui en ont besoin. Ouais, donc je vais rappeler qui est cette docteure. La docteure Deborah Birx a été la coordinatrice de la réponse coronavirus à la Maison-Blanche pendant toute la pseudo-pandémie de Covid-19. C'était l'une des chefs d'orchestre de tout ce simulacre de pandémie. Et qu'est-ce que cette docteure du système nous recommande? Bien évidemment, des tests PCR qui donnaient 90% de faux positifs Covid. Bref, c'est l'arnaque complète. Et écoutons ce qu'en pense l'excellente Alexandra Oriocode, une chercheuse en génétique moléculaire et ancienne responsable de recherche à l'INSERM à Paris. Écoutez. L'autre aspect, la PCR, toujours cette fameuse PCR. Et là, quand on prend les amorces, donc les séquences qui sont utilisées pour la PCR, on se retrouve quand même avec des correspondances dans le génome humain qui font que je n'ai pas du tout envie qu'on me teste pour mon hantavirus, que j'ai peur que je sois positive, non pas à cause de mon hantavirus, mais parce que ces amorces sont capables de détecter des signaux dans le génome humain. Ouais, donc elle confirme bien ce que je disais, faire des tests PCR sur le hantavirus donnerait une épidémie mondiale de faux positifs et donc on nous mettrait encore en confinement, on détruirait encore une fois toute notre économie, on nous ferait entièrement les poches et on nous remettrait bien sûr plein de nouvelles lois totalement liberticides. Et tout ça pour une épidémie de faux positifs PCR. Et écoutez ce que Alexandra Orion-Code nous rajoute. Alors il faut savoir que les infections à hantavirus faisaient partie de la liste que avait nommée Pfizer, dont je parlais dans mon livre Les apprentis sorciers. Il faut savoir que si, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis allée sur VigiAccess, j'ai toujours les mêmes réflexes. VigiAccess, qui est la base de données des effets secondaires de l'OMS, on tape les vaccins Covid, on va sur la rubrique infection et infestation, qui concerne 5% des effets secondaires rapportés des vaccins, des injections Covid. Et là, on tombe sur 4 cas d'hantavirus, contre les 3 pauvres cas dont on est en train de nous faire tout un pataquès. 3 cas dont, je rappelle, on n'est même pas certain, puisque le commandant de bord a dit qu'ils étaient morts de mort naturelle. Voilà. Ouais, donc au final, elle dit que 4 personnes injectées contre le Covid ont contracté juste après le hantavirus. Et donc on peut quand même se poser des questions sur l'éventualité où des personnes vaccinées pourraient avoir reçu le hantavirus en incubation. Alors c'est juste une hypothèse et j'ai absolument aucune preuve là-dessus. Mais on peut quand même se poser la question. Et en attendant, écoutons ce que dit le docteur Pierre Corrier. Ce qui m'intrigue davantage, Talia, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'un collègue m'a rapporté qu'environ 100 000 articles avaient été écrits à travers le monde sur le hantavirus ces derniers jours. Et ce n'est pas habituel pour une épidémie d'hantavirus. Bien sûr, ça attire toujours l'attention et les gens ont peur, mais c'était aussi ça le problème avec le Covid. C'était le Covid, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis quand tu as dit dans ton introduction que cela semblait être alimenté par des influenceurs, je suis désolé si j'en passe pour un, je ne sais pas, je ne veux jamais en fait utiliser le mot complotiste parce que je ne suis pas un complotiste, mais ces schémas sont anormaux. Pourquoi avec juste cette petite flambée de quelques cas, ça monopolise soudainement l'actualité mondiale? Par exemple, Amon en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à le faire. Et oui, clairement, pour que les médias parlent massivement au niveau mondial d'une épidémie potentielle de 3 morts, c'est qu'il y a très sûrement un chef d'orchestre en coulisses, peut-être au sommet de la pyramide. Et écoutons le docteur Nicolas Hulscher, un épidémiologiste de la fondation McCullough. L'Organisation mondiale de la santé et le traité sur les pandémies qu'elle tente de mettre en œuvre sont au point mort. Les négociations échouent. En fait, il y a 5 jours, les États membres n'ont pas réussi à s'entendre sur l'annexe de l'accord relatif au partage des informations en cas de pandémie. Les négociations ont donc échoué. Il n'y aura pas de traité sur les pandémies avant peut-être encore 1 an, ce qui a poussé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé à lancer un avertissement, voire une menace, semble-t-il, en déclarant que la prochaine pandémie n'était pas une question de si, mais de quand. Il a dit cela il y a 5 jours et puis tout à coup nous nous retrouvons dans cette situation presque comme s'il voulait effrayer les gens pour qu'ils acceptent cet accord sur la pandémie. Ils veulent essayer de faire en sorte que les États-Unis réintègrent l'Organisation mondiale de la santé. En fait, le directeur général vient de dire qu'il espère maintenant que les États-Unis
reconsidéreront leur position. Alors ils profèrent toutes ces menaces. Donc cette situation avec le hantavirus, vous savez, on s'attend à ce qu'il s'éteigne. D'après tout ce que nous savons sur la souche des ondes et le hantavirus et sur le fait qu'il ne se transmet pas facilement à d'autres humains, il devrait s'éteindre. Et ce n'était qu'un moyen, encore une fois, d'effrayer tout le monde pour les faire obéir. Il faudra attendre pour voir. Rappelez-vous, qui est le plus grand donateur individuel ou à but non lucratif de l'Organisation mondiale de la santé? Bill Gates. Et oui, donc ce docteur fait très bien le lien entre l'OMS qui a échoué à convaincre pour son traité des pandémies et la micro-épidémie actuelle. Il faut savoir que juste le traité des pandémies aurait donné les pleins pouvoirs à l'OMS dans tous les pays du monde en cas de pandémie et que ce traité a été refusé et repoussé pour un autre vote probablement dans un an. Et d'un seul coup, magie, 5 jours juste après, une pseudo-épidémie commence en Argentine. C'est fou le hasard quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Mais bon, peut-être que c'est vrai et qu'éventuellement l'ivermectine pourrait fonctionner pour soigner cette maladie comme pour le Covid. Demandons de suite à l'OMS. Nous avons également vu des discussions en ligne suggérant que l'ivermectine pourrait être utile dans ce cas. Mais nous n'avons vu aucune étude démontrant que l'ivermectine est un traitement efficace contre le hantavirus. Et c'est ce que nous savons à ce stade. Ouais, donc absolument, sans aucune étude, ils savent déjà que ça ne marchera pas. Alors posons la même question à l'épidémiologiste Nicolas Hulscher. L'ivermectine pourrait aider. L'ivermectine pourrait aider contre le hantavirus. Elle exerce une activité antivirale et anti-infectieuse contre les virus ARN. Nous en sommes certains, mais nous pensons que l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, la vitamine D, il faut que votre taux de vitamine D soit suffisamment élevé, la vitamine C et le zinc, vous savez. Si vous avez tout ça sous la main, vous serez en bien meilleure forme qu'en prenant la thérapie génique à base d'ADN du hantavirus développé par l'armée américaine. Voilà, donc on peut clairement dire que sa version est totalement différente de celle de l'OMS, mais ce qui est quand même hallucinant, c'est que plutôt que d'essayer de trouver un médicament qui soigne, tous les labos sont en train de chercher un vaccin qui pourrait leur apporter un pognon de malade. Ceci en dit très très long sur tout notre système de santé dans le monde. Et écoutons Alexandra Henrion-Code. Action pour un film, un mauvais film, toujours dans l'ambiance téléfilm, mais peut-être cette fois tous les ingrédients réunis pour un Oscar avec des rongeurs, des rats, une longue période d'incubation, une propagation par contact occasionnel avec des morts, parce que sinon ça doit être un contact même très rapproché et prolongé, des travailleurs qu'on voit en combinaison pour contenir une épidémie chimique de toute violence, et puis aucune façon de traiter, sauf peut-être un vaccin, un ARN messager développé par Moderna en collaboration avec Korea University depuis 2023. Et là, l'action qui était au plancher depuis des mois de Moderna qui se met à flamber. Donc clairement, tout le monde a l'impression qu'ils veulent nous faire un Covid 2.0 et écoutez le professeur Perron. Et secondo, ce qui me fait froid dans le dos, c'est qu'on voit que Moderna est en train de développer un nouveau vaccin ARN messager pour les hantavirus. Alors que les hantavirus, jusqu'à la semaine dernière, tout le monde s'en moquait. Certes, il y a eu des décès dans le mort, mais enfin, c'était une maladie quand même qui n'était pas une menace de santé publique majeure. Et on sait ils sont déjà en train de développer un vaccin avant cet épisode du bateau. Donc tout ça, ça pue, ça sent la manipulation à plein nez. Malheureusement, je rends hommage à ces 3 personnes qui sont décédées. Mais je pense que, en fait, dans le bateau, c'est sûr, dans les bateaux, il y a toujours des rongeurs, hein, donc il suffisait de dératiser le bateau et de couper la clim, parce que je pense que c'est la ventilation qui a dû disperser des déjections de rongeurs dans le bateau. Mais tout ça, on n'en parle pas, et on nous parle de la future pandémie. Alors oui, c'est clairement louche et surtout que l'OMS a organisé un exercice de simulation de pandémie les 22 et 23 avril 2026, donc il y a environ 3 semaines, comme le fameux Event 201 organisé juste avant le Covid. Donc on sait que l'Event 201 était une simulation pour détruire tous les complotistes et imposer leur narratif par la censure. Tout était filmé et on a pu tout voir. Maintenant, pour l'exercice Polaris 2 d'il y a 3 semaines, on n'en sait rien du tout, absolument rien n'a été filmé. Pour le public, on sait juste qu'il y avait 26 pays qui participaient, ainsi que 600 experts internationaux en gestion d'urgence sanitaire. Et tout ça, ça sent quand même très mauvais, surtout qu'ils ne sont pas en train de développer un seul vaccin, mais 13 vaccins. Écoutez.
L'armée américaine et le cartel des vaccins ont déjà mis au point ou sont en train de mettre au point 13 vaccins et thérapies géniques contre les hantavirus. 13 au total. Et la version de l'armée américaine est une injection d'ADN. Il s'agit littéralement d'une thérapie génique. Elle utilise un plasmide d'ADN via un injecteur dit sans aiguille. Ils viennent de participer à un essai clinique à ce sujet. 98% des participants ont présenté un effet indésirable. Et la souche de cette injection d'ADN est la souche Andes, la même souche provenant du bateau de croisière. Il existe 12 autres vaccins. Moderna utilise un vaccin à ARN messager contre le hantavirus en collaboration avec la Corée. Le Canada développe un vaccin à ARN messager pour la Chine. Et encore une fois, tout cela est assez récent. C'est donc presque comme s'ils savaient que quelque chose était prévu dans un avenir proche. C'est clair que c'est quand même très bizarre que 13 vaccins soient en développement pour un virus qui n'est presque pas contagieux et qu'on connaît depuis plus de 75 ans. Et évidemment, avec autant de vaccins en développement, une chose est sûre, c'est qu'ils ne voudront jamais trouver de traitement pour une raison que va nous expliquer le ministre de la Santé américain, Robert Kennedy Jr. Le problème de Tony Fauci est le suivant. Il existe une loi fédérale peu connue qui stipule qu'on ne peut pas accorder d'autorisation d'utilisation d'urgence à un vaccin s'il existe un médicament approuvé, quel qu'en soit l'usage, qui s'avère efficace contre la maladie ciblée. Donc si Tony Fauci ou n'importe qui d'autre avait admis que l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine étaient efficaces contre le Covid, il aurait été illégal d'accorder les autorisations d'utilisation d'urgence aux vaccins et il n'aurait jamais pu les faire approuver. Et cela aurait entraîné l'effondrement d'une entreprise de 200 milliards de dollars. Et oui, les vaccins rapportent plus et surtout peuvent générer des épidémies qui n'existent pas à l'époque Covid. J'avais fait une vidéo sur le Vietnam qui n'avait presque pas de cas, presque pas de morts, juste avant la vaccination massive de sa population en juillet 2021 avec Pfizer. Et c'est une fois que la population a été injectée que l'épidémie Covid a commencé chez eux. Je vous laisse en tirer les conclusions dans les commentaires ci-dessous. Et écoutez. Alors maintenant, on voit quelques dizaines de cas sur un bateau, 3 morts, et d'un seul coup, les médias passent en boucle. On voit, comme si c'était la maladie du siècle, elle allait décimer la planète. On voit Tedros, le directeur de l'OMS, arriver à Tenerife. On voit des gens habillés en scaphandrier pour sortir les pauvres malades qui sont traités comme des pestiférés. Ça me fait rire parce qu'à côté, on voit des policiers, des gens du bateau qui ne sont pas du tout habillés en tenue d'isolement. Et après, on met pour les quelques Français qu'il y avait, on les met dans un avion de ligne sans aucune mesure d'isolement. Et dès qu'ils arrivent à Paris, on les reconfine comme si c'était des pestiférés. Et moi, ce qui me choque le plus, si on regarde bien, c'est parti de l'Argentine. Or, l'Argentine venait de suivre les États-Unis pour quitter l'OMS. Donc, pour moi, c'est évident que ça semble une punition contre l'Argentine. Alors, je pense aussi que c'est clairement une punition contre l'Argentine qui a osé quitter l'OMS comme les États-Unis. Et écoutez les menaces à peine cachées de Tedros Ghebreyesus, le patron de l'OMS. Et tout vide, tout espace non couvert profite en réalité au virus. Et la meilleure immunité dont nous disposons, c'est la solidarité. Donc, compte tenu de la situation actuelle et du fait que l'Argentine et les États-Unis sont tous les deux touchés, je pense qu'ils vont reconsidérer leurs décisions car ils peuvent voir à quel point l'universalité est importante pour la sécurité sanitaire. Car les virus se moquent de notre politique, ils se moquent de nos frontières et ils se moquent de toutes les excuses que nous pouvons avoir. J'espère donc que cela servira de leçon au monde entier car la solidarité est notre meilleure force. Ouais, donc ce gars vient bien évidemment de dire qu'il faut faire confiance à l'universalité, donc au mondialisme et donc à toutes ces entités malveillantes que Donald Trump est en train de combattre et de dégager en ce moment. Bref, je vais faire un petit historique pour tout récapituler. Donc depuis 2018, des pseudo-vaccins contre l'hantavirus sont en préparation pour un virus qui est très très peu contagieux. Depuis 2022, l'OMS aussi essaye de passer un traité des pandémies qui leur donnerait absolument les pleins pouvoirs sur tous les pays du monde en cas de pandémie. Puis en 2024, 2 fioles d'hantavirus
disparaissent comme par magie d'un laboratoire en Australie. Et nous arrivons au 1er mai 2026 où l'annexe clé du traité des pandémies a encore été rejetée une nouvelle fois. Et 5 jours juste après, comme par hasard, une nouvelle épidémie commence en Argentine qui vient juste de quitter l'OMS. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre, effectivement, et tout ça bien sûr suivi par une énorme pandémie médiatique sur toutes les télés du monde qui ne parlent que de l'antivirus et tout ça pour 3 morts, dont 2 de cause naturelle. Je vous laisse me partager vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais rouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 euro par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut toujours rester totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis et ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre 7.